Bonjour à tous, bienvenue sur ce 6e webinaire du GIS Sommaire. Je suis Marie Guingaud, la coordinatrice du GIS, et donc nous apprécions pouvoir accueillir soit des chercheurs, soit des gestionnaires d'espaces protégés côtiers et marins pour nous présenter des expériences diverses et variées concernant les sciences humaines et sociales dans les aires marines protégées. Et donc aujourd'hui, on accueille Pascal Provost, qui est le conservateur de la réserve nationale naturelle des Sept-Îles et qui va témoigner de ce processus d'extension de la réserve, puisque la réserve qui a été créée en 1976 a été étendue l'année dernière par décret. Et Pascal nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Avant de l'accueillir, je vais vous présenter une vidéo. Dites-moi s'il y a un souci et puis on revient ensemble tout à l'heure. C'est ici, en Bretagne, face à Perros-Guirec et à quelques kilomètres au large de la côte de Granit-Rose, qu'en 1912 débute la protection de l'archipel des Sept-Îles avec l'arrêt de la chasse aux macareux. 1976 marque la création de la réserve naturelle qui comprend alors l'ensemble des îles de l'archipel et leur estran sur une surface de 280 hectares. Depuis cette création, la LPO est gestionnaire du territoire classé en convention avec l'État et toutes ces îles sont la propriété du Conservatoire du littoral. À l'été 2023, la nouvelle réserve étendue passe de 280 à 19 700 hectares, ce qui constitue la seconde réserve naturelle de l'Hexagone. Ce périmètre en réserve garantit sur le long terme l'équilibre entre préservation du patrimoine naturel et activités socio-économiques. Aujourd'hui, la réserve s'étend au sud dans la baie de Perros-Guirec pour y intégrer l'île Tomé. En l'absence de prédateurs et de dérangements, cette dernière pourrait redevenir un refuge et un lieu de reproduction privilégié pour de nombreuses espèces d'oiseaux marins et côtiers. À l'ouest, le plateau des Triagos et son phare marquent l'autre extrémité de la réserve. Il constitue un important foyer de biodiversité et un reposoir pour les phoques gris. Les équipes de la LPO qui gèrent cette réserve poursuivent 3 missions primordiales: protéger, étudier et partager les connaissances pour faire découvrir ce joyau du patrimoine naturel français. À ce titre, 1 millier d'espèces habitant les fonds marins a été inventorié sur les plateaux rocheux en mer des Triagos et des Sept-Îles, dont 10% identifiés à enjeu, car rares ou menacés. Un marnage important de 11 mètres, des courants forts, des eaux fraîches et claires ainsi que des fonds marins allant jusqu'à 80 mètres structurent la vie sous-marine. Ces conditions bénéfiques à l'écosystème des forêts de laminaires représentent ici près de 6% de la surface nationale. C'est un enjeu majeur de conservation, offrant une mosaïque d'habitats et abritant une importante biodiversité. Cette richesse en profondeur explique celle que nous connaissons en surface. Oiseaux marins, cétacés, phoques. Si la réserve des Sept-Îles ne regroupe que 10% de l'effectif de phoques gris de France métropolitaine, elle est en revanche la première colonie de reproduction avec 70% des naissances. C'est un peu la nurserie de notre pays. Royaume des oiseaux marins, l'archipel des Sept-Îles constitue un véritable refuge pour ces derniers, et c'est particulièrement le cas de l'île Rosique, la plus riche de l'Hexagone qui,
à elle seule, comptabilise 11 espèces nicheuses. Ce site a une responsabilité particulièrement forte pour le macaron moine, le pingouin torda, le guillemot de Troil ou le fou de Bassan et son unique colonie française. Celle-ci a connu un épisode sombre en 2022, avec la perte d'environ 50% de son effectif en raison de la grippe aviaire hautement pathogène. Cette espèce est à l'origine de la création d'une zone de quiétude qui doit permettre de limiter le dérangement des oiseaux et d'assurer plusieurs fonctions vitales. Interaction sociale, repos, toilette et lissage des plumes. Cette zone de protection renforcée, espace de liberté pour la nature, couvre une superficie d'environ 1,3 km², à peine 1% de la surface totale du projet. L'extension de la réserve a pour objectif de mieux protéger les habitats et les espèces fragiles, ainsi que tout un écosystème marin, précieux pour les oiseaux et les mammifères des 7 îles. La réussite de cette aire marine protégée se fera grâce à l'implication de tous les usagers du territoire, des pouvoirs publics et des partenaires scientifiques. Pour transmettre ce patrimoine naturel exceptionnel aux générations futures, nous devons tous veiller à mieux cohabiter avec la vie sauvage. Cette cohabitation est possible, utile et nécessaire. Car ne l'oublions pas, nous sommes tous dépendants du plus grand habitat de notre planète, l'océan. Voilà, c'était donc la vidéo que Pascal souhaitait qu'on diffuse en début de ce webinaire. J'espère que vous avez pu bien la voir et l'écouter depuis chez vous. Sinon, on vous enverra le lien, je vais le mettre dans le chat. Donc, je laisse la parole à Pascal qui va, on le remercie, nous présenter ce processus d'extension passer de 280 hectares à plus de 19 000 hectares, c'est pas rien. Et donc, il y a certainement eu des boss sur le parcours, donc on va en savoir plus. Merci Pascal, à toi. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Je partage le diaporama. C'est bon, Marie? Très bien. Très bien. Merci au GIS, merci à toi, Marie, le comité, nous avoir proposé ce genre de présentation. C'est une aventure humaine, donc c'est plutôt logique de faire ce genre de présentation au GIS Homer. Donc, je crois qu'il y a un public très varié. Là, ce diaporama, il va traiter d'éléments techniques, mais c'est de comprendre en fait les différents leviers et freins en fait qu'on a pu vivre pour étendre cette aire marine protégée et qui a été inaugurée et signée par décret l'année dernière. C'est tout récent. Alors, en premier lieu, ça vient un peu synthétiser ce qui a été dit dans le film de présentation. Les Sept-Îles, finalement, ce que l'on connaît, ce qui est connu des Sept-Îles, ce sont les oiseaux marins. Voilà, depuis toujours, ça a été une protection historique dès 1912, en fait, l'arrêt de la chasse au macareux. Et puis, à partir de là, la trajectoire a été donnée. Donc, préserver cette communauté qui s'est diversifiée au fil des décennies. En 1976, la création de la réserve d'État, Marie l'a rappelé. Et puis, donc cette communauté, elle est composée aujourd'hui de 11 espèces et de 16 000 couples d'oiseaux marins. Donc, avec une régression forte de cette colonie de fou de Bassan, là en 2022, on a perdu 38% de la colonie reproductrice. Et ce qui vient aussi composer vraiment ce nouveau périmètre, cette nouvelle aire marine, c'est vraiment l'importance de la colonie de phoque gris. Il s'agit de la principale nurserie de l'Hexagone, 70% des naissances.
Finalement, les oiseaux, les phoques, ce sont voilà, font partie intégrante de la mégafaune. C'est en quelque sorte la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est la partie connue, certes, mais il fallait donner une dimension marine, et notamment pour des raisons de fonctionnalité, parce que tous ces animaux mangent essentiellement du poisson. Et donc, c'était presque une évidence d'étendre tôt ou tard, en tout cas, ce périmètre pour garantir la préservation à long terme de cette réserve historique, de son patrimoine qui fait à la fois la fierté des gens du Trégor, mais qui a une renommée nationale et internationale et qui structure aussi dans le territoire une bonne partie de la vie socio-économique. La valeur paysagère, elle est importante. Ces îles présentent une naturalité importante, et notamment les îles Rouzic et Malban, où vous avez vraiment des groupements végétaux originaux. Et puis, associé à cela, et c'est ce que je vais présenter tout à l'heure, évidemment, la partie qu'on ne voit pas, c'est quand même plus de 99% hein, du périmètre, la partie marine, sous-marine. Donc là, on a des enjeux extrêmement forts, et notamment, on a fait une liste un peu à la Prévert de toutes les espèces inventoriées et un état de l'art des connaissances, et on a 10% des espèces classées en jeu parmi les crustacés, les poissons, les cniditaires, etc., etc. Donc, quelques mots-clés pour vous présenter un peu ce projet. 10 années de travail, on pourrait même dire plus, parce que vous verrez qu'il y avait un premier projet qui avait été assez mal reçu dans le territoire. Il a fallu relancer ce projet d'extension. Donc, il y a une enquête publique, c'est vraiment un élément absolument déterminant et très structurant dans la vie du projet. Donc, il y a eu 1200 contributions, c'est colossal. Hein. Donc, un commissaire enquêteur et tout est en ligne sur le site de l'Adréal, qui a mis en ligne, qui a rendu un avis. Avant la signature du décret, et c'est en ligne sur le site d'Armor Science, fait un cycle de conférences. Voilà, il y a eu des visites officielles qui se sont annulées. Et finalement, la dernière a bien eu lieu le 25 août dernier. Et là, vous voyez le ministre Christophe Béchu, qui était présent par les congrès de Perros-Guirec, voilà, et qui venait saluer le travail accompli avec un décret signé le 19 juillet 2023. Donc, c'est une date, une année historique, et qui fait vraiment écho à tout le travail qui a été mené par des pionniers dès le début du XXe siècle, je disais tout à l'heure, en 1912. À l'époque, c'était des gens érudits, des peintres, des grands écrivains, Charles Goffic, Maurice Denis, un jeune agronome qui s'appelait Albert Chapelier. Et finalement, tous ces gens-là ont contribué d'une certaine façon à ce que le paysage de Ploumanac et des Sept-Îles soit préservé. Et pour la petite histoire, finalement, 2023, c'est 100 ans après le premier congrès international de protection de la nature, le premier congrès international, je dis bien, et donc qui se tenait à Paris et qui était co-animé, co-organisé par le fameux agronome Albert Chapelier, qui était cofondateur de la LPO en 1912. Donc voilà, il y a une histoire tout à fait originale, et c'est l'histoire, notre histoire commune de la conservation de la nature en France. Et donc, si vous voulez, sur le site d'Armor Science, tous les enregistrements donc de ces conférences, mais aussi les discours donc des secrétaires d'État et ministres, donc Christophe Béchu, Hervé Berville et puis Sarah El Haïry, qui étaient présents avec notre président Alain Bougrain-Dubourg, le maire de Perros-Guirec, Hervé Néon, etc. Alors, la méthode de travail, il n'existe pas vraiment de méthode de travail sur étagère pour monter un tel projet. C'est très lié au territoire, aux singularités de chacun de nos territoires. On a essayé d'avoir une approche la plus holistique possible, la plus complète possible. Donc, ce qui rend le travail à la fois complexe, mais en même temps tout à fait passionnant. Et avec l'État, c'est un projet, rappelons-le, donc, qui est piloté par l'État. Donc, ça a été un travail mené notamment avec la chargée de mission Carole Duval, et puis évidemment toute la direction de l'Adréal et de la préfecture. Et donc, il y a eu plusieurs réunions, plusieurs dizaines, vous voyez, je résume à 30 réunions là, des groupes de travail donc, sur les activités professionnelles, les activités de loisirs,
groupe de travail aussi scientifique, des restitutions en groupe de travail plénier. Il y a eu plusieurs visites au sein des laboratoires d'université de recherche pour essayer de mettre en perspective aussi le projet, essayer de prendre du recul. Voilà. Donc, ce que l'on faisait aussi avant de relancer le projet, c'était aussi d'accueillir au CETIL différents stages d'études, le plus souvent Master 2. Et vous voyez, ça, c'est venu jalonner et étayer le projet. Et c'était inscrit dans le plan de gestion 2015-2024. On était dans ce plan de gestion, à aucun moment il était question de l'extension, c'était un peu un sujet tabou après du coup des années difficiles au début des années 2000 où le premier projet avait été enterré. Et donc là, il fallait aussi poser les jalons et préfigurer l'avenir pour relancer officiellement, l'État l'a fait en 2017, le projet. Donc différentes études, je disais, un rapport qui est venu, et ça, je pense que la période de confinement a un peu aidé, c'est-à-dire que c'est un rapport avec 300 références scientifiques, des articles, des rapports, des thèses, etc. Et qui venait à mettre à plat tout l'état des connaissances au niveau des sciences vivantes, sciences naturelles, mais aussi évidemment des sciences humaines et sociales. Donc, je dis le confinement a aidé parce que c'est intéressant dans ce genre de projet où on se projette à l'échelle de plusieurs décennies de se poser. Et 2024, on est aussi dans une année où on bâtit l'avenir, on se pose maintenant qu'on a réussi finalement à avoir un peu un gain de cause dans ce projet et on va récolter les fruits finalement au fur et à mesure. Alors, l'échelle de temps et l'échelle de travail. Il faut bien comprendre que le périmètre, il y a un contexte Natura 2000 déjà de près de 70 000 hectares en mer, donc avec un document d'objectifs validé en 2016. Et cette réserve cette île historique, il y avait déjà 2 premiers plans de gestion. Un premier fin des années 90, début des années 2000, un second jusqu'en 2009. Et puis, moi, j'étais embauché à ce moment-là, en 2012, pour travailler sur la 3e feuille de route. Comme je vous disais, avec une dimension marine alors, qui dépassait le périmètre initial de 280 hectares, beaucoup d'aspects sur l'ancrage territorial, beaucoup de nouvelles investigations en mer, en lien avec le contexte Natura 2000. Il fallait justement déjà montrer l'importance que revêt justement cet environnement marin autour de la mégafaune, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est qu'une petite partie, que la partie visible finalement des enjeux au niveau du patrimoine naturel. Donc le second projet, vous voyez, en vert, en 2023 validé, finalement bien des années après un premier projet qui avait été validé. Donc, le travail accompli, et vous verrez en fin de diaporama, je parle du binôme déjà fort avec l'État. C'est essentiel avec l'EDRA de vraiment de travailler main dans la main et de maintenir, de tenir un cap. Et vraiment, parfois plus que au sein de certaines ONG et leur caractère un peu militant, finalement, les scientifiques ont été d'un soutien absolument incroyable pour le projet. Et ça faisait partie aussi, et ça fait partie toujours de l'ADN de la réserve des Sept-Îles et de l'ADN de l'équipe. Donc, vous voyez là, c'est un poster que j'avais un peu, où je synthétisais en 2015 lors d'une fête de la science, finalement, toutes les collaborations que l'équipe peut avoir avec les différents labos, universités de recherche, vous voyez, en fonction des enjeux, milieu marin, forêt, oiseaux marins, etc., tous les arbres de logos qu'on peut avoir au CETIL. Et les choses ne se font pas par hasard, et finalement, c'est l'addition de toutes ces connaissances qui confèrent le sérieux et l'expertise, et qui, in fine, a permis, pour être très clair, de valider aussi le projet. Et quand je parle de collaboration scientifique, derrière, ce sont des publications, parfois de rang international, et à la fois dans les domaines des sciences humaines et sociales, mais aussi des sciences naturelles. Donc cette connaissance, elle a été mise à profit, comme je vous disais, il a fallu hiérarchiser, donc c'est un travail main dans la main avec LTC aussi, qui a contribué aussi à sa façon, parce qu'il y avait des travaux sur les habitats marins, donc l'OFB, l'ADREAL évidemment, et donc nous de mener aussi des travaux complémentaires dans le cadre du plan de gestion décennal,
et également de proposer justement cette hiérarchisation d'enjeux, pardon. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des habitats marins extrêmement structurants, tels que les forêts de la Minière, les champs de Gorgone et roses de mer, et les herbiers de Zostère, etc. Et donc, parmi les nouvelles connaissances qui sont venues alimenter le projet et qui sont venues aussi, d'une certaine façon, conforter l'idée qu'il fallait intégrer pleinement les forêts de la Minière. Je vais y revenir tout à l'heure. Une partie des ressources proies voilà, qui servent d'alimentation justement pour ces oiseaux, ces phoques. On fait des études depuis 2013. Eh bien, voilà, vous avez les différentes espèces de labridés, de vieilles, vous avez les tacos, vous avez les congres et bien d'autres espèces et là le macareux aussi avec des clupéidés, des sardines, des spras. Et finalement, cette connaissance nous permet d'avoir des éléments quant à la structure un peu fonctionnelle, le lien entre les oiseaux que l'on voit sur les îles, mais aussi l'environnement marin alentour et également ces phoques. Donc voilà, plein de collaborations scientifiques pour faire des analyses sur les régimes alimentaires et avec différents procédés. Et donc, quand on parle d'une aire marine protégée, il y a des termes, on va dire, théoriques, mais quand il s'agit d'y travailler, c'est un peu plus compliqué. On parle des zones fonctionnelles, euh, le- les études trophiques, les éco-complexes, la question des connectivités. Et donc, il faut initier des projets, de ne pas avoir peur, hein, de se dire que on n'a pas, pourra pas tout faire, on ne pourra pas tout savoir, mais apporter, répondre justement à ces différents sujets dans le domaine de l'écologie et de la biologie, mais aussi les aspects humains et sociaux, parce que ce travail se fait à l'échelle évidemment du socio-écosystème. Donc, ces couches d'informations nous ont été utiles pour bâtir le périmètre. Donc là, à gauche, c'est Forêt de la Minière qui, dans le film, s'est rappelé avec plus de 2000 hectares, viennent structurer du coup le projet. Et les zones fonctionnelles des oiseaux marins, il n'est pas question évidemment de travailler à l'échelle d'un flou de bassin, mais parce que ce serait la manche ouest mise en réserve. Enfin, et vous comprenez bien, il faut une dimension, une échelle aussi humaine derrière, parce que c'est des moyens d'évoluer, un aspect surveillance, suivi scientifique. Donc, ça vient répondre pour tout ou partie, en tout cas pour certaines espèces, en tout cas, à une partie du cycle de vie de certaines espèces, et notamment des alcidés, des cormorans huppés, c'est-à-dire que les macareux, pingouins ou guillemots vont s'alimenter dans le périmètre redéfini de cette réserve naturelle. Et au sein de ce projet, qui n'est plus au stade de projet maintenant, voilà, l'aire marine protégée existe vraiment, vous avez une zone de protection renforcée. C'est un sujet dont il est question évidemment et très important à l'heure actuelle. Ça a été le sujet du dernier congrès dans les Landes de réserve naturelle de France. Eh bien, lorsque vous faites un projet d'aire protégée, il faut tenir compte d'un diagnostic le plus complet possible. Et parmi les enjeux forts, vous aviez évidemment cette colonie de flou de bassin, une des 53-54 dans le monde et l'unique en France. Et la question était de savoir, c'est à l'échelle des sept îles du périmètre bâti, quelles mesures on pourrait mettre en place pour cet enjeu-là. Donc, enjeu fort, réponse forte. Et donc, nous avons défini, avec un temps de négociation, mais surtout en amont avec des éléments scientifiques en lien avec le CNRS, c'est piloté par David Grémillet, eh bien, nous avons une zone de quiétude. Donc, la place paisible du village, j'aime assez bien ce terme employé par David. C'est-à-dire qu'ici, en mer, du 1er avril au 31 août, vous n'avez plus d'activité, quelle qu'elle soit. Donc, la toilette, les interactions sociales, le repos, c'est absolument vital en période sensible de reproduction pour ces oiseaux marins. Donc, ça vient composer voilà, même pas 1% du périmètre global, c'est la mesure forte, sachant que globalement, vous avez une situation d'équilibre qu'on venait confirmer dans ce périmètre et donc l'aspect réglementaire, je vais y venir. Donc voilà, donc cette zone de protection renforcée
pour la communauté d'oiseaux marins, hein, pas uniquement les fous, et qui, d'une certaine façon, pourrait aussi apporter des réponses sur, pourquoi pas, sur les éléments aussi sous-marins, euh, sur les éléments, sur les stocks en macrocrustacés, etc. Donc ça, voilà, il y aura aussi de nouveaux indicateurs en méthode. Donc les aspects réglementaires, donc là, ça peut paraître assez indigeste hein, de voir énumérer comme ça tout l'aspect réglementaire, mais je vous le résume comme ça à l'oral. C'est-à-dire que euh, les finalités des aires marines protégées sont différentes les unes des autres. Donc là, vous avez la priorité une au sein d'un contexte de réserve d'État, c'est la biodiversité. Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération, qui est différent des contextes Natura 2000 ou des parcs marins. Donc, au sein de ce périmètre, vous n'aurez pas d'extraction, d'activités industrielles, d'activités voilà, qui viennent porter atteinte à l'intégrité des habitats et aux espèces, etc. Vous allez avoir un nouveau cadre aussi réglementaire et un régime d'autorisation différent pour toutes les activités à l'échelle de ce site-là. Donc un régime du coup avec des autorisations préfectorales. Et pour citer quelques exemples, la plage de l'île Bono dans le périmètre précédent était ouverte du 15 juillet au 31 août. Là, cette plage au cœur de l'archipel des Sétis sera ouverte à partir du 1er juillet parce que nous avions encore de la nidification, notamment de macareux, d'oiseaux marins et côtiers. Donc, elle est décalée dans son ouverture, mais on re-questionnait aussi la réglementation passée. On retarde la fermeture à la fin septembre. Donc, ça, c'est intéressant aussi d'objectiver et de ne pas toujours être dans une posture de voilà, on va durcir la réglementation. Mais on la durcit et on conforte la réglementation, en tout cas sur la plupart des îles, donc qui sont interdites, sauf l'île aux Moines. L'île aux Moines est bien conservée, ouverte au public, et c'est une fenêtre ouverte hein, sur cette réserve marine. Et donc cette zone de protection renforcée que j'ai présentée, évidemment, qui est la partie assez symbolique de ce projet d'extension, avec aussi au niveau des activités humaines, à l'échelle du site, la pêche à pied est conservée à l'exception des estrans de loisirs, à l'exception des estrans de Rosic et de Malbain. Voilà, les transports à passagers n'ont pas le droit de naviguer, c'était déjà le cas par un arrêté du préfet maritime en 96. Et en fait, différents arrêtés sont venus en fait synthétiser le décret qui a été publié le 19 juillet dernier. Voilà, et potentiellement, il pourrait y avoir aussi de nouveaux arrêtés préfectoraux qui viendront du coup alimenter le plan de gestion, la vie future de la réserve naturelle. Donc, un tel projet, je disais en intro, c'est une aventure humaine. C'est une belle aventure. Il faut vraiment. On n'a pas perdu de plume. Enfin, on aurait pu en perdre. Je pense qu'il faut pas. Je pense qu'il faut être assez équilibré et prendre un certain recul quand on bâtit ce genre de choses. Se dire que on le fait pas pour nous. On le fait pour les générations futures. On le fait au regard aussi de toute une histoire de gens qui ont travaillé avant nous. Et donc, oui, il y a eu des freins et une période difficile qui a été vraiment analysée aussi dans le cadre de l'enquête publique par le commissaire enquêteur. Donc, avec de la désinformation, le déni des sciences, ça, c'est pas unique au cas des Sétiles. Euh, cette, cette Ça, c'est les sociologues qui en parlent, et le fameux héritage de l'opposition. Ce qu'on a vécu aussi, la majorité silencieuse, dans des réunions, vous avez le plus souvent quelques personnes qui viennent comme ça monopoliser la parole et qui vont, à travers des tracts, mensonger, raconter une histoire autour de ce projet, une histoire fausse. Donc, beaucoup de calomnies. Et la presse locale, ben, qui aime ces joutes entre guillemets, les écolos, les opposants. Mais bon, euh, avec responsabilité, on ne doit pas rentrer dans des jeux comme ça, aussi de répondre comme ça à chaud, bien souvent, à l'opposition, et de se dire que, et ça c'est l'analyse que le commissaire a pu faire, et nous on l'avait faite, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une minorité qui a été extrêmement virulente et bien présente dans la presse et à faire des manifestations, essayer un peu de renverser un peu les choses.
Et donc, je vais y revenir tout à l'heure, en période électorale, ça peut évidemment être tout à fait décisif. Mais voilà, il faut tenir le cap. C'est une question de responsabilité vis-à-vis des générations futures, je l'ai dit, pour rendre hommage aussi à ce qui a été fait. Et donc, devant de telles difficultés vécues pendant des années, et je dirais même avant l'extension, parce que finalement, les gens étaient déjà présents lors du premier projet d'extension début des années 2000, fin des années 90 même, et ils étaient présents pour aussi, dans le cadre des comités consultatifs classiques, en fait, euh, un peu avec beaucoup d'a priori, de fausses idées, finalement un peu un, réduire le travail du gestionnaire, pourtant qui travaille en lien très fort et qui a une convention de délégation avec l'État et qui travaille avec le monde scientifique. Voilà, maintenant les choses là retournent et voilà, je vais le rappeler tout à l'heure. Donc il faut toujours alimenter le projet, ça on l'a vu avec différents groupes de pression et de se dire que il y a des moments difficiles où même la zone de protection renforcée, il fallait la revoir, voire l'annuler. Mais on a fait des évaluations, on a travaillé avec des biostatisticiens pour l'évaluation là, qui portait en période de confinement en 2020, vraiment pour dire que c'était un bon périmètre et que ça, c'est un intérêt réel. Donc beaucoup de pugnacité, là c'est la question je pense qu'il faut regarder toujours devant soi. Dans certains cas, il faut le dire, c'est qu'il y a eu de l'arbitrage du national par rapport au régional. Et euh, je l'ai dit parce qu'il y a parfois des structures, je ne vais pas forcément les citer là, mais qui n'ont pas forcément joué le jeu, qui ne nous ont pas aidés alors qu'ils auraient dû nous soutenir. Et donc, voilà, donc il y a de l'arbitrage qui est important. Et il y a eu un moment clé, je le disais tout à l'heure, et je vais vous lire quelques éléments conclusifs du commissaire enquêteur de Michel Cagnard, du coup, sur le projet. Et je pense qu'il résume assez bien les choses. Donc, le rapport qui a été rendu le 2 février 2022, donc c'est récent. Près de 4 ans après le début de la concertation, certes n'ayant pas abouti à satisfaire toutes les demandes, il est surprenant de lire autant d'observations en total décalage avec le contenu du dossier d'enquête et le projet réel. Il semble qu'une posture de refus alimentée par beaucoup de désinformation et relayée par les associations se soit mise en place. Les réponses du maître d'ouvrage, donc l'État, sont argumentées, il reste à les faire accepter. Donc évidemment, on a travaillé en lien très fort avec l'État pour répondre et argumenter. Le projet, je continue, a vocation à préserver le patrimoine naturel de la réserve des Sept-Îles, donc notre patrimoine commun, ce qui, faut-il le rappeler, une mesure d'intérêt général. Voilà. Donc, ce projet, voilà, il a été validé par différentes instances, différentes commissions, différents conseils scientifiques, et je pense que ce genre d'analyse un peu extérieure est absolument, c'est tout à fait déterminant. Donc, on est dans une période où on va récolter, je disais, les fruits d'un dur labeur. On est en train du coup, de travailler pour la suite, donc la question de la gouvernance. Il y a des recrutements en cours, hein. L'État ne s'est pas du tout désengagé, bien au contraire, donc à confirmer qu'avec ce périmètre, donc il y aura une nouvelle gouvernance, un nouveau conseil scientifique, de nouveaux recrutements. Parmi nous, là, on a Toby Getty là, qui nous écoute, qui m'écoute, et donc il s'agit du premier garde technicien embauché. Et nous aurons un autre garde technicien sur le terrain, un ingénieur océanologue. Et donc, avec cela aussi du temps dédié à l'éducation environnement et au service administratif et financier à la LPO France à Rochefort. Donc, c'est pas rien, presque 5 ETP, des dossiers fonds verts FEDER qui ont été validés pour aussi donc, dessiner un nouveau bateau, voilà, faire de l'investissement, etc. Donc, c'est très important. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir il y a eu un moment, un peu de douceur, comment on pourrait le dire, un peu un peu un temps suspendu. Du coup, ces ministres qui sont venus lors d'une visite officielle, ils étaient nombreux, vous voyez, avec notre président aussi, et qui sont venus le 25 août dernier. Euh, donc, confirmer le projet, dire qu'il était à valeur d'exemple. Là, j'ai cité quelques éléments, quelques propos. Donc,
Comme je vous dis, ces enregistrements, vous pouvez aller les voir sur le site d'Armor Science. Et donc là, vous avez, je trouve, un moment symbolique au moment, au moment au cours de cette journée du 25 août 2023, avec Hervé Léon, le deuxième à gauche, le maire de Perros-Guirec, qui remet le Macareux à ses ministres et secrétaires d'État. Et ce macareux, c'est quoi? C'est un totem, c'est un véritable symbole pour la ville de Perros-Guirec et tout le territoire. C'est le logo de la LPO France de 1912. Et finalement, il signifie beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on pourrait presque, et ça va venir tout à l'heure en conclusion, lui rajouter un poisson dans le bec, ce macareux, parce qu'on a cette dimension marine et fonctionnelle. Donc, je dis que du bonheur, c'est une expression parfois que j'emprunte à ma maman et je trouve que, en tout cas, devant nous, nous avons un beau projet et on va continuer notre méthode de travail très ouverte. L'enjeu demain, c'est de bâtir le projet en lien avec étroit avec les usagers de la mer et les pêcheurs professionnels notamment. Ça, c'est très important. Euh, on va réviser le conseil scientifique avec de nombreux experts dans le domaine de l'océanographie, l'IFREMER qui va intégrer le projet, etc. On va rentrer dans une évaluation, cadre d'évaluation du plan de gestion actuel. Donc ça va être notre travail là, des 6 prochains mois. Et comme je disais, les nouvelles dotations, etc. Et un plan de gestion futur. Là, j'ai mis 2025-35, c'est peut-être ambitieux parce que ce sera peut-être 2026, en tout cas pour la délégation. Et donc, je disais, des équipes hein, à l'heure actuelle avec Armel Degnaud, Grégoire Delaveau, Toby Getty qui va arriver, et voilà le staff de la LPO France, tous les gens qui transitent de près ou de loin dans le territoire et au-delà. Et la photo à gauche, c'est Sarah Wanless. Sarah Wanless, c'est une chercheure assez incroyable qui travaille depuis tant de décennies sur les oiseaux marins en Écosse, au CEH d'Édimbourg. Et la femme de Mike Harris, qui est décédée il y a peu, qui était spécialiste du macaron. Et donc, Sarah nous avait fait le plaisir de venir en 2013, au moment où on écrivait le plan de gestion décennale, et donner des orientations intéressantes. Et c'est pour ça qu'on a commencé à étudier les régimes alimentaires, etc. Et donc, je disais finalement, et toutes les publications le confirment, qu'est-ce qui va faire que cette aire marine protégée marchera? Alors, il y a le contexte réglementaire, une politique de surveillance, des moyens qui sont là, du coup, avec une veille scientifique, etc. Mais c'est évidemment l'implication des usagers et d'avoir une gouvernance tout à fait pratique, pragmatique, et ça dans l'intérêt des générations futures. Et je termine avec voilà, les principaux leviers qui nous ont semblé voilà, déterminants pour bâtir cette nouvelle aire marine protégée. C'est toujours considérer le temps long. Vraiment, il faut voir loin. Parfois, certains acteurs ont un peu de mal justement à avoir cette vision du coup à l'échelle de plusieurs décennies, surtout dans un contexte de réchauffement de la planète, c'est nécessaire. Il y a deux binômes forts, euh, vraiment, je tiens à saluer, et nous, on est simples gestionnaires. Les CETIL n'appartiennent pas à la LPO. Nous sommes délégataires, on nous confie la gestion et le préfet préside la gouvernance. Ça, c'est vraiment absolument essentiel à rappeler. Euh, le lien avec les chercheurs, vraiment, et le GIA, je le connais depuis longtemps, et notamment avec Frédéric Alban, on a mené différents travaux structurants du coup pour cette réserve naturelle. Euh, le putain de facteur humain, c'est essentiel, c'est que beaucoup de temps en off, il faut le dire, pour bâtir ce projet avec des opposants, combien de cafés j'ai pu boire avec eux, etc. Il y a la question de la confiance, elle est en place, et on doit la conforter et se dire que la posture du gestionnaire elle est essentielle dans ces types de projets parce qu'on on doit être tout à fait neutre et, et à l'écoute toujours des usagers. Et je pense qu'il faut savoir aussi avoir la capacité de se mettre à la place évidemment de son patrimoine, de ces espèces qui y vivent, une connaissance fine, mais aussi se mettre à la place aussi des gens qui vivent sur le périmètre. Et c'est comme ça qu'on arrivera à travailler et à faire de ce projet un projet ambitieux et partagé et compris. La connaissance, il faut la diffuser, et là, c'est ce que je fais aujourd'hui en partie. Le travail, il ne se fait pas uniquement à l'échelle de la RNN,
historique, mais vous voyez, à l'échelle d'un territoire, c'est pour ça que finalement, même le rapport de force change, c'est-à-dire que la LPO France, voilà, gestionnaire, elle a un rôle très important dans notre territoire et au-delà. C'est-à-dire que c'est un projet qui donne une identité forte au territoire, l'identité historique, un peu ce paysage préservé, et qui structure la vie socio-économique. Pour vous citer un site, hein, le bénéfice la préservation de l'environnement marin autour des Sept-Îles, pour les activités récréatives en mer, la plongée, la pêche promenade, le kayak, etc. C'est 400 millions de retombées économiques pour le territoire à l'échelle de l'agglomération. C'est absolument colossal. Et de se dire que voilà, il faut assumer et comprendre que le tourisme a évidemment sa place. Ça a été considéré et mis dans la balance aussi pour bâtir le périmètre. Et il faut savoir composer à l'avenir. Mais se dire qu'on a un niveau d'exigence qui doit être là parce que ça doit répondre au statut des RNM et tout à chacun, au territoire, aux politiques, de considérer ce niveau d'exigence. Et je pense que de toute façon, voilà, les ministres ont signé le décret et maintenant, voilà, la messe est dite, les choses sont écrites. Bon, il y aura le futur plan de gestion et les rencontres avec les acteurs. Mais en tout cas, l'avenir repose sur ce statut de réserve naturelle nationale. Et on peut dire qu'il y aura une bienveillance pour toujours pour nos futurs, pour les générations futures et puis les futurs salariés de la structure gestionnaire, etc. Composer sans relâche avec le monde politique, avec des moments difficiles où je vous disais qu'il y a les élections municipales, mais aussi départementales, où on vient un peu les chahuter et puis en fait et faire en sorte que ces élus donnent un avis. Alors là, je reprends les propos de Gilles Boeuf, mais qui était l'ancien président du Muséum d'histoire naturelle, que j'ai entendu il n'y a pas longtemps à Paris, lors du marche sur le climat. C'est-à-dire qu'on on a affaire à des propos, à des arguments scientifiques. Euh, et la science est, évidemment, on est sur des éléments tout à fait rationnels. Et la science n'est pas une opinion. Comme il dit, les politiques ont plein d'opinions, mais on ne peut pas remettre en question les sciences. Moi, j'ai toujours aimé travailler avec le monde scientifique, avec les arguments scientifiques, mais on ne peut pas bâtir une aire protégée sans arguments scientifiques. Et il faut que tout le monde s'approprie ces éléments scientifiques, et c'est la base justement derrière pour structurer les choses, et c'est pour ça que ça a été validé. Donc la question de l'objectivité, de la neutralité, l'intégrité du gestionnaire, de ses équipes, etc. Et voilà, en dernière diapositive, ce macareux, alors c'est marrant parce qu'on retrouve les couleurs bleu, blanc, rouge dans cette photo de la République, mais voilà, c'est le symbole de la LPO France, c'est le symbole du territoire, c'est un symbole fort du coup pour la conservation du milieu marin, ce macareux, le fou et le fou de bassin également, qui nous renseigne au travers des publications, des études finalement du dysfonctionnement que l'on a en Manche Ouest du coup dans le milieu marin, et ce macareux, voilà, avec Sardinus pral dans le bec. Je vous remercie et surtout, voilà, je laisse le temps aux discussions. Bien, merci beaucoup Pascal d'avoir retracé un petit peu pour nous ce projet d'extension qui a abouti l'année dernière. C'est important parce qu'il y a d'autres projets d'extension en cours pour d'autres réserves françaises. Et donc effectivement, on arrive à un moment d'échange. Donc si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main, allumer votre micro, soit faire une remarque ou poser une question dans le chat. Et je vais peut-être lancer les questions. Tu as évoqué de l'opposition sans rentrer trop dans les détails. Moi, je me posais la question justement de qui étaient ces opposants. Et j'ai lu un petit peu le décret tout à l'heure
Et je me posais la question de, par exemple, j'ai vu que toutes les activités commerciales existantes n'étaient pas interdites, mais toutes les nouvelles le sont. Comment ça a été pris justement? En fait, c'est presque un garde-fou. Ça permet de pas, quand on est déjà là, de pas voir de la nouvelle concurrence arriver. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi pour eux? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'acheter d'autres navires ou des navires avec des plus grandes capacités et de mettre plus de rotation? Et puis voilà, pareil, entre la pêche à pied qui est interdite pour les professionnels et qui est autorisée pour les loisirs, comment ça se passe? Enfin voilà, quelles étaient au final, d'un point de vue des activités locales, économiques, quelles étaient les tensions et qui a pu aboutir à des oppositions? Dans un tel projet, en fait, il faut avoir un niveau de connaissance suffisant et comprendre que les mesures doivent reposer sur ces niveaux de connaissance. Et donc, on est dans un contexte en Bretagne Nord où on n'a pas une fréquentation absolument incroyable. C'est-à-dire que sur 100 jours de présence, pour vous citer un exemple, nous avons 800-900 mouillages à l'année dans l'ouest de l'archipel des Sept-Îles. C'est ce que vous pouvez avoir en 2 jours au Glénan et en une seule journée sur le banc d'Arguin dans le golfe de Gascogne. Donc il faut considérer l'existant, l'histoire, etc. Et donc les mesures d'interdiction ou d'interdire un tas d'activités sans argument, ça ne tiendrait pas la route. Et donc, on a maintenu des activités de pêche loisir, oui, mais on interdit les activités de plage, notamment autour de l'île Tomé. Les parties terrestres sont interdites. Maintenant, sur la question de l'article 17 du décret, parce que c'est un article particulier sur les activités commerciales. Donc, l'État et la direction des affaires juridiques ne prend pas en compte la pêche professionnelle dans cet article. Mais les activités découvertes font partie des activités commerciales. C'est-à-dire qu'effectivement, à la signature du décret, depuis, vous n'aurez pas de nouvelles activités de découverte, en tout cas à l'échelle du site. Maintenant, il y a tout un travail à mener dans le cadre du plan de gestion pour faire l'état des lieux de l'existant et finalement de répondre à ce genre d'article. Quels sont les opposants? En fait, les opposants, ils sont très peu nombreux. Enfin, il faut vraiment prendre du recul. Il s'agit pour l'essentiel d'opposants et de plaisanciers, vraiment d'activités nautiques et de plaisanciers, qui sont venus et ils sont peu nombreux, je disais, hein, c'est 5-10 personnes tout au plus. Hein. Ils sont venus raconter une drôle d'histoire. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la presse pour dire nous sommes une vingtaine d'associations, plus de 5000 membres, et nous nous opposons à la zone de quiétude. C'est totalement faux. C'est-à-dire que ces gens-là qui prennent la tête des associations, à aucun moment vont mettre en place des votes. Ils vont finalement s'exprimer en leur nom et défendre leurs propres intérêts particuliers. Il faut vraiment le prendre en considération. Et pour d'autres projets. Et donc, il faut l'analyser, bien l'analyser aussi, hein, pas forcément rentrer dans ces jeux stériles et répondre tout de suite à la presse, etc. C'est ce que voudrait parfois la presse. Mais, et du coup, faire état de ces analyses à l'État. Voilà, rendre compte de tout ça et de se dire attention, là, il raconte ça en période électorale, évidemment, ça fait pression. L'État, les préfets sont sensibles à cela, mais attention, c'est totalement faux. Et du coup, en plus, certains adhérents sont adhérents de plusieurs associations. Enfin, vous imaginez, c'est des calculs mensongers. Et donc, pour être très clair, certains membres ont quitté, et ça pendant l'enquête publique, certaines associations, en fait, parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans le discours des dirigeants de leurs propres associations. Voilà, la gouvernance est en révision. L'État va proposer une nouvelle gouvernance au regard aussi de tout ce qui s'est passé pendant cette phase de construction. Et donc, avec la question de maintenir ou non certaines structures associatives, etc. Ok, merci bien. Mireille Bourdon a levé la main. Allez-y, vous pouvez prendre la parole et peut-être vous présenter.
Oui, bonjour Mireille Bourdon, du réseau France Nature Environnement, habitant Sud-Bretagne, hein, plutôt France Nature Environnement Pays de la Loire, mais membre du Conseil maritime de Fasses-Namo, en particulier la commission permanente. Dans ce cadre-là, nous avons été amenés à être consultés sur l'extension de la réserve et que nous ne pouvions bien sûr que saluer en tant que représentante du réseau France Nature Environnement. Mais lors de cette commission permanente du Conseil maritime de Façade, les représentants de la pêche ont revendiqué la cogestion de cette réserve dans la mesure où il y avait une extension marine importante. C'est un témoignage que j'apporte. Hein. Et donc nous nous sommes opposés dans la mesure où il y avait un volet qui nous apparaissait corporatiste et que nous souhaitions nous défendre l'intérêt général porté par la gestion et le binôme LPO et État. Et il semblerait que les choses soient maintenues dans cet ordre-là et nous nous en félicitons. Cependant, ça pose le problème à l'avenir, de l'extension, et vous l'avez très bien signalé tout à l'heure, de l'extension à venir d'autres réserves sur le domaine maritime. Et là, d'où mon intervention aujourd'hui et mon questionnement, et des inquiétudes peut-être sur l'ouverture de la gestion à quel que soit un pêche professionnelle, pêche de loisirs, etc., à l'avenir sur ces risques d'extension et d'ouverture à la gestion. Voilà, j'aurais aimé souhaiter votre réaction là-dessus. Merci. Alors, l'État pourrait apporter des réponses. C'est-à-dire que, en fait, le travail est en cours. Il y a des projets d'arrêté de nouvelle gouvernance de son fonctionnement. Les choses sont en cours. Euh, voilà, nous avons participé à une réunion avec le préfet des Côtes-d'Armor le 21 février dernier. Juste vous dire que ce qui sera proposé s'inscrit dans l'histoire. Que le préfet, l'État est parti d'un postulat du travail mené par le gestionnaire en lien avec le territoire et notamment les liens établis avec la pêche professionnelle. Il est parti dans ce postulat aussi d'une étude que nous avons co-menée avec l'État sur un projet de gouvernance et qui a été publié dans une revue internationale et donc a été pilotée par Constance Chéret, une doctorante qui était spécialiste de ces aspects de gouvernance. Et voilà, il faut toujours être force de proposition, ne pas attendre et se dire que la gouvernance, ça va être une décision politique. Et moi, je suis quelqu'un je le vis comme une mission et quelqu'un d'extrêmement convaincu. Et voilà, on a apporté tous ces éléments-là et ça va compter dans l'arbitrage. Maintenant, au 3 mai 2024, je ne peux pas vous dire quelle décision va être prise. Avant l'été, il y aura un comité consultatif où tout ça va être entériné. Mais vous dire que voilà, ça prendra certainement le bon chemin et qu'il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir. Merci. Caroline de Lellis a également posé une question. Est-ce que vous voulez revenir dessus à l'oral, peut-être, Caroline? Non, pas nécessairement, mais du coup, j'ai eu la réponse, merci, des éléments de réponse dans le chat. Ça me convient à ce stade. Mais si Pascal souhaite commenter, c'est avec plaisir. Alors, Et du coup, c'était sur la pêche professionnelle, qu'en est-il en termes de réglementation et comment c'est abordé dans le décret? Donc, j'ai mis le lien du décret et l'article 12 là dans le chat. Mais... Alors, pour la pêche professionnelle, dans le diagnostic, il y avait un cadrage national. Il y avait notamment les analyses risque pêche sur les habitats. En fait, vous devez tenir compte de ce genre d'analyse. Et donc, dans le territoire, là je ne parle pas du périmètre, il y avait des bancs de mer, notamment des habitats vulnérables, et donc avec des activités de pêche euh, qui vont évoluer en fonction de ces enjeux-là. Par ailleurs, nous n'avions pas dans ces analyses-là d'interaction, en tout cas, voilà, et d'atteinte particulière sur les habitats. Donc, on tenait compte de ça. Euh,
Maintenant, le niveau de connaissance, il est ce qu'il est par rapport à la pêche professionnelle. On a mené des travaux sur les interactions entre les phoques et, par exemple, les filières à l'hôte. Ça, c'était vraiment important pendant plusieurs années et ça va être publié dans Fishery Research. Et du coup, bientôt, on va mettre ça en évidence que oui, il y a un prédateur et qui consomme une partie des baux droits des lots et du coup, c'est impropre à la commercialisation. Maintenant, la question est, est-ce qu'il y aura des moyens de mitigation? Quelle coévolution entre finalement ces activités et ces prédateurs, etc. C'est un sujet mondial, hein. Enfin, c'est pas unique à notre cas. Et donc là aussi, la connaissance va être utile pour la suite. Et on aura des travaux en lien avec la pêche professionnelle. Il y aura des aliotes, c'est déjà le cas dans le conseil scientifique, mais de nouveaux experts pour, pour essayer de mieux comprendre le périmètre, ces enjeux halieutiques et au sein de la zone de quiétude, voir aussi en partie, pourquoi pas, les bénéfices que pourrait avoir cette zone de 130 hectares. Euh, et globalement, le périmètre a été maintenu à la pêche de loisirs et professionnelle euh, au regard des connaissances existantes. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques de la part des participants? Je ne vois pas de réaction, moi j'en ai encore. Pascal, tu as évoqué un moment qu'un des facteurs essentiels, c'était l'intégration, l'implication des acteurs locaux dans ce processus. Et justement, je me posais la question de comment vous faites, quelle est votre stratégie, si vous en avez une, justement pour partager la connaissance et les impliquer. On voit que la vidéo que tu nous as présentée, j'imagine, c'est aussi, entre autres, ça fait partie de tout ça, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous voyez les choses, enfin comment ça a été fait pendant ce processus de ce projet d'extension et puis comment ça va être fait dans les années à venir? Ouais, merci pour cette question. Et je trouve que le film, voilà, réalisé par Sébastien Aubin, parce que tu as coupé un peu très vite, il n'y avait pas forcément le générique et les logos à la fin, mais la société Chimère, je trouve que c'est un travail de plusieurs années, il faut être très clair, du coup, avec des images de plongeurs pro, amateurs, etc., et des images en drone. Et l'esprit du gestionnaire est là dans ce film. Et il ne faut pas avoir peur de parler, d'impliquer les acteurs, mais surtout pas, et objectiver. Voilà, ça reste un travail extrêmement exigeant. C'est la priorité, c'est la biodiversité, ça, on est clair. Et on a un patrimoine au Sept-Îles qui se porte relativement bien. Et ça montre que le statut fonctionne et que ça fait partie de l'histoire aussi du territoire. Et les gens l'ont compris aussi, cet enjeu. Euh, donc maintenant, l'implication des acteurs. En fait, souvent, je dis la gouvernance, c'est ce qu'on vit au quotidien. On pourrait imaginer que, et c'est la limite de plein de gouvernances d'aires marines protégées, un comité consultatif, ça peut ne se réunir qu'une seule fois par an. Alors vous imaginez, vous faites un comité, vous présentez le rapport d'activité, les budgets, mais c'est pas ça en fait. Le travail au quotidien, la gouvernance au quotidien, c'est notre contact avec les usagers, c'est les groupes de travail, les arènes de discussion aussi, comme disent les sociologues, les petits groupes de travail qu'on va mener, qu'on a mené et qu'on va toujours mener en lien avec des catégories sociopro. Euh, et donc, dans le cadre du projet de gouvernance, ça va être pleinement intégré. Du coup, l'intégration des usagers sociaux professionnels et les usagers politiques, enfin le monde politique, etc. Et donc, et je pense que comme c'est une aire marine protégée côtière, je pense il y a un certain nombre de difficultés, de complexités, mais en premier lieu, il faut intégrer les gens de mer. Ça paraît essentiel. D'une manière générale, je trouve que le monde politique est assez peu tourné vers la mer. Enfin, vous savez, je suis invité où on veut des différents élus du territoire, des communes littorales, mais je pense qu'il faut qu'ils s'approprient, qu'ils comprennent l'enjeu de la préservation du milieu marin. Les usagers, je pense, le comprennent, ceux qui vivent vraiment, qui font de la pêche à pied, de la plongée, etc., ou de la pêche embarquée. Mais, et parmi les acteurs qui comprennent que la préservation de l'environnement marin
assez essentiels. Il y a notamment les pêcheurs pros et notamment cette pêche côtière, ce sont des petits navires. Et donc, je pense que là, on a un enjeu de s'unir et d'être force de proposition et de travailler en commun à la fois sur la connaissance et pourquoi pas de nouvelles futures mesures. Et de se dire que s'il y a des menaces évaluées ou à évaluer à l'échelle de la Manche Ouest, notamment qui viennent de navires industriels, de pêche industrielle, ben, il faudra le dire. Et on le dira dans l'intérêt du patrimoine naturel, mais aussi dans l'intérêt de cette activité de pêche côtière. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres questions? Ah oui, il y a Michel Ignette qui lève la main. Allez-y, vous pouvez allumer votre micro. Oui, bonjour. Merci donc pour ces présentations. Donc, il a été évoqué la communication vers le public. Et donc, moi, je suis témoin du fait que Pascal Provost organise quand même un certain nombre de concertations, de conférences, et même nous a demandé à l'association Armor Science, qui est une association de diffusion de la culture scientifique, de faire des captations vidéo des intervenants, hein, que ce soit Pascal ou des gens qu'il avait invités. Et donc, Pascal l'a évoqué tout à l'heure, ces interventions sont en ligne sur le site de l'association Armor Science, et donc les gens peuvent les consulter. Moi, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'il va y avoir prochainement une nouvelle intervention où Pascal a suggéré qu'on puisse faire une captation, et malheureusement, la date convient pas aux gens qui peuvent faire ces types de prestations. Mais donc, moi, je pense nécessaire, effectivement, que Pascal Provost puisse s'exprimer devant des publics variés et, si possible, quand on le peut, de garder une trace qui permette donc une diffusion plus large que la conférence elle-même. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'associations sur le territoire, et je pense à TV Trégor, hein, notamment pour ne pas rester que sur Armor Science, mais qui sont des relais potentiels de l'information. Et je crois que c'est essentiel, hein, que l'information diffuse, parce que ça a bien été dit, il y a de la contre-information malheureusement qui circule et qui a ses propres canaux. Donc il faut que l'information correcte circule le plus possible pour arriver à convaincre la majorité des gens du territoire de l'intérêt de cette réserve. Et il va y avoir prochainement un festival de l'image sous-marine à Trébeurdin où le thème des conférences a été choisi cette année, c'est les aires marines protégées. Alors ça ne sera pas que les Sept-Îles, mais cette problématique des aires marines protégées est importante. Et là, on s'est exprimé dans des cahiers d'acteurs, hein, par rapport à la consultation La mer en débat. Et bon, je l'ai fait à plusieurs titres, hein, parce que, bon, comme beaucoup d'entre nous, j'ai plusieurs casquettes. Et effectivement, j'ai mis, dans ce que j'ai rédigé, j'ai mis en exergue le fait qu'il faut qu'on ait des vraies aires marines protégées et pas que des aires marines papier, parce que ça existe malheureusement. Et on fait du chiffre, on fait des kilomètres carrés, des hectares, et donc on se dit, on a fait nos 30%. Bon, bah, si on fait des 30% uniquement dans les TAF, je suis désolé, ça ne résout pas les problèmes locaux. Donc je pense qu'il faut qu'on ait un maillage d'aires marines protégées, de proximité, bien réparties sur le territoire. Et je suis très content qu'au niveau des Sept-Îles, on puisse avoir les prémices de ce genre d'aires marines protégées que j'espère efficaces. Merci Michel, à toi, à Armor Science. C'est vrai que finalement, cette connaissance, oui, il faut qu'elle soit accessible et on sait que la nouvelle génération ne va pas forcément se déplacer sur des conférences présentielles et il faut se remettre en question sur la manière de diffuser l'information. Et là, je livre quelque chose peut-être un peu personnel, mais aussi qui va prendre un chemin professionnel. C'est que on m'a demandé d'intervenir l'année dernière, le 13 mai dernier, à Lannion, pour faire un TEDx. Vous savez, ces conférences, un talk là. Du coup de 15 minutes pour défendre une idée. Et l'idée, en fait, c'était de dire que la connaissance n'est pas une fin en soi, c'est que si vous faites de la science et si vous restituez cette connaissance en faisant des conférences, ça ne suffit pas non plus. Et qu'il faut mêler le monde de la culture et de l'art pour pouvoir rendre plus accessible, la rendre plus digeste peut-être cette connaissance et donc là, on a un champ de travail qui est absolument incroyable, qui n'est pas nouveau, hein. Il y a un tas d'organismes de recherche qui travaillent là-dessus. Et l'idée, c'est pourquoi pas créer une forme de festival art-sciences. Et donc là, en lien avec la mairie de Perros-Guirec, on aurait un projet
Voilà, on verra si ça verra le jour, en tout cas dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt de l'État, érable, hein. Et ça, je crois que ça nous permet aussi de sortir de l'entre-soi. C'est essentiel. C'est-à-dire que souvent, les gestionnaires ou les gens qui font des animations nature, bah, c'est déjà des gens convaincus. Et si vous touchez par le biais de la culture ou de l'art, finalement, 90% des gens que vous ne voyez pas d'habitude, et par le biais de l'émotion et des sens. Et voilà, là, ça semble tout à fait intéressant, stratégique, et il faut bousculer. Voilà, les dirigeants du CAC 40, des grosses boîtes, peut-être qui seront moins touchés que d'autres, mais voilà, il faut toujours être convaincu et décloisonner nos approches, je pense également dans la diffusion de l'information. Voilà, donc ça, c'est juste. Et pourquoi pas toujours s'associer aussi avec Armor Science et d'autres structures pour travailler dans ce sens et dans la diffusion de l'information, etc. Très bien. C'est ce qu'on cherche à faire un petit peu aussi avec ces webinaires du GIS, celui-ci est d'ailleurs enregistré et sera donc mis en ligne d'ici la fin du mois. Bien, y a-t-il d'autres questions? J'ai pas l'impression, je vois pas de message dans le chat, si ce n'est des remerciements. Bien, et ben on va pouvoir clore ce webinaire. Merci beaucoup Pascal du temps accordé à nous retracer ce projet d'extension. Merci Marine. Merci à vous.